Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Danielle Obono. Je trouve que la France a beaucoup de retard sur plein de débats, sur la gauche française, surtout sur les problématiques politiques des identités au sens large. En juin dernier, l'Assemblée nationale française a battu un record. 224 femmes députées ont été élues. Elles représentent désormais 39% de l'hémicycle, contre 26% lors du mandat précédent. Parmi ces femmes qui ont fait leur entrée, il y a Danielle Obono. La députée France Insoumise a tout de suite détonné dans une assemblée où les femmes sont principalement des députés En Marche, tout juste débarquées en politique. Danielle Obono, élue suite à un scrutin tendu, face à une concurrente macroniste, avait déjà roulé sa bosse dans un paquet d'organisations politiques, d'attaques au front de gauche, en passant par le NPA. À peine élue, elle a dû se confronter à des attaques dont le caractère raciste est difficile à ignorer. Invitée à intervenir dans les grandes gueules sur RMC, elle est députée depuis 3 jours lorsqu'on lui demande de clamer dans le studio « Vive la France » sous prétexte d'une pétition signée il y a plusieurs années. La tribune qu'elle a écrite pour se défendre de cette première attaque, car bien d'autres suivront, m'avait beaucoup émue. Il y était question de pétroleuses, de communardes et de toutes les femmes révolutionnaires de l'histoire de France. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez la lire. Ensuite, j'ai découvert que Danielle Obono était bibliothécaire. Et puis je l'ai croisée une après-midi de novembre devant la bibliothèque Marguerite-Durand où elle manifestait contre son déménagement forcé. C'est ce qui m'a décidé à l'inviter dans La Poudre. Cette interview a eu lieu dans sa permanence de la rue Pajol, dans le 18e arrondissement à Paris. Vous le verrez, sa parole est riche, pleine de nuances. Danielle Obono pèse ses mots et ne laisse pas la place aux raccourcis. Tant mieux. Mais ce qui m'a le plus plu dans notre échange, c'est le récit de son éveil aux questions féministes. Avec Danielle Obono, nous avons parlé de transmission, de José Bové et d'Audre Lorde. Danielle Obono, vous êtes depuis juin dernier députée de la 17e circonscription de Paris. Vous siégez à l'Assemblée nationale au sein du groupe France Insoumise. Vous êtes aussi bibliothécaire, doctorante en sciences politiques et militante associative depuis presque toujours. Danielle Obono, je suis très heureuse que vous soyez face à moi pour participer à La Poudre ce matin, qui est exceptionnellement enregistrée dans votre bureau de députée, dans le 18e arrondissement à Paris. Et je suis aussi très heureuse que vous siégiez à l'Assemblée, parce que vous représentez au fond une sorte de bug dans le système. Vous défendez des positions qui semblent bien marginales dans le paysage médiatique politique français. Vous vous réclamez bien sûr du marxisme, et ça, bon, il y en a toujours eu à l'Assemblée, mais aussi de l'afroféminisme. Vous vous inscrivez dans un mouvement de lutte antiraciste qui fait grincer des dents à beaucoup, des 2 côtés de l'hémicycle. Et moi, ça me réjouit de me dire que le système peut être court-circuité. Ça veut dire que les choses ne sont pas aussi sclérosées qu'on pourrait le croire et que des femmes avec vos idées et vos valeurs peuvent accéder à des lieux de pouvoir. Est-ce que vous avez le sentiment d'être une sorte de miracle ou d'anomalie au sein de l'Assemblée et même au sein du paysage politique français ? Miracle et anomalie, je ne sais pas, mais peut-être un des rares arbres qui cachent le désert, certainement oui. Parce que, y compris dans les courants dont je suis issue, les sensibilités politiques, progressistes, de gauche, c'est pas si évident que ça, que des femmes noires, arabes, asiatiques aient confiance et soient
mises en avant pour représenter nos mouvements. C'est même très 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 rare. Et donc voilà, c'est pas, ça va pas de soi. Ce qui devrait, théoriquement, on pourrait se dire que des courants politiques qui défendent l'égalité des droits, la diversité, etc., serait exemplaire, pourrait être exemplaire, en fait, ça va pas de soi et ça montre que ce sont des combats qui sont à mener déjà dans nos espaces et d'autant plus dans le reste de la société. Donc voilà. Et après, c'est aussi, je pense que moi, je suis militante depuis pas mal d'années et il y a des militantes, des associatives, il y a plein de gens en fait qui construisent le rapport de force aujourd'hui, qui font avancer les batailles et donc c'est pas comme si ça n'existait pas. C'est juste que effectivement, les positions de pouvoir, de privilège font que c'est pas très représenté ni à l'Assemblée ni dans les autres secteurs économiques, associatifs, politiques, artistiques, culturels. On sait que les femmes, et d'autant plus les femmes racisées, se comptent sur les doigts de la main, quoi. Donc voilà, c'est cette réalité-là, mais aussi avec tout ce qui se fait. Et moi, je suis assez impressionnée. Moi, sur les dernières années, là, ce qui m'a le plus impressionnée, c'est justement tous ces mouvements où il y a des générations, je ne vais pas dire nouvelle génération, mais des générations de militantes, d'afroféministes qui s'impliquent et qui font entendre leur voix. Et donc ça, c'est porteur d'énergie et ça renforce la conviction que ce qu'on fait a du sens, pas simplement pour soi, mais pour d'autres. Et donc ça, ça donne envie qu'on soit plus et ça donne du courage par rapport aux batailles à mener dans la tranchée, à l'hémicycle. Ouais, et quelle bataille, parce que depuis que vous êtes arrivée, donc il y a quelques mois, il y a un nombre important de polémiques, parfois extrêmement violentes, qui vous ont ciblée. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui par rapport à ce contexte-là ? C'est vrai que ça a été assez violent. Les premières attaques sont arrivées à l'été. Tout de suite, vous étiez élu depuis 2 semaines, même pas une semaine, on vous a tombé dessus. Oui, dans une émission de radio. Et bon, là, j'étais encore un peu dans ce moment où j'ai l'impression d'avoir été un peu protégée, d'abord par toute l'équipe et tous les collègues, et où il y a eu et ça c'était important, et je pense que c'est aussi pour ça que je peux en parler avec du recul là, c'est parce qu'il y a eu c'est pas le cas pour tout le monde, et on voit aussi toutes les attaques qu'ils peuvent avoir sur d'autres personnes. C'est important quand il y a un système de soutien, un collectif, vous, personne n'a contesté vos prises de parole, ça c'était important. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, et ça j'en discutais du coup avec Jean-Luc Mélenchon en particulier, qui est aussi un peu d'une autre manière, qui a l'habitude de ça, et qui me disait au tout début là en juin, c'est bien de tenir le coup, mais en fait il y a toujours des trucs qui passent sous la carapace, et donc faut faire gaffe, faut se protéger, quoi. Et c'est vrai que cet automne là, l'automne dernier, quand il y a eu à nouveau de nouvelles attaques, j'ai senti que il y a quand même des choses qui sont passées et cette violence là, elle atteint quand même, quoi. Même s'il y a du soutien, elle atteint parce qu'en plus, comme c'est ciblé pour diviser et pour créer de la polémique, ça crée des interrogations, des débats, des gens qui comprennent pas, et il faut revenir argumenter, expliquer dans un moment en plus où nous étant un groupe minoritaire, c'est pas évident. Il y a aussi l'effet physique d'une fatigue, où on a été soumis à un rythme assez intense, et donc tout ça qui se mêle et qui crée quand même de la tension pour moi et puis pour tout le monde, quoi. Et donc et c'est là où on se rend compte, y compris avec le recul, les attaques, les insultes, les injures, la diffamation, ça atteint quand même. Donc c'est cette violence là, cette violence du système, et cette violence, et on voit comment ça fait système aussi. Il y a comment des attaques qui, j'allais dire, barbotent dans la mare de la fachosphère, etc., sont tout d'un coup légitimées parce qu'il suffit d'un média qui dit légitime, légitimé, qui prend le fil, et puis ça devient... Et ça, c'est aussi, entre guillemets, intéressant de voir comment aujourd'hui des discours réactionnaires sont légitimés par les médias dominants, et où on leur donne une visibilité, et puis...
et voilà, de voir comment ça fait système, comment effectivement dès qu'il y a une figure qui est ou qu'on ne comprend pas ou qu'on comprend très bien et justement qu'on veut attaquer parce que voilà, il y a toute une mécanique qui se met en place pour décrédibiliser, etc. Et qui touche bien souvent des femmes voilà, racisées. des femmes et ça me fait penser à la Lab ou au collectif Moissy où systématiquement il y a des choses complètement fausses qui sont déroulées à leur sujet et qui sont reprises allègrement par les médias. Et puis voilà, ça prend des proportions. Donc voilà, c'est... Alors il y a... Aujourd'hui, heureusement, il y a eu une solidarité, y compris plus large que simplement le mouvement de la France Insoumise. Et c'est aussi maintenant que, en étant sorti justement de cette espèce de bulle d'avoir pris ces marques et où on a le temps de voir les gens et puis tous les messages de soutien et de toutes les personnes qui disent c'est important, tenez bon, enfin, voilà, on entend une parole différente, on vous voit. Et donc voilà, ça c'est... Il y a aussi ce retour-là et qui aide à se sentir en confiance et aussi se rappeler en fait pourquoi on est là. Pourquoi il faut tenir bon, quoi. Ouais. Dans La Poudre, on essaye de comprendre en fait comment vous êtes devenue la femme que vous êtes aujourd'hui. Donc on va revenir un peu en arrière si vous le voulez bien. Daniel Obono, vous êtes né au Gabon il y a 37 ans. Vous avez grandi à Libreville, qui est la capitale du pays. C'était comment de grandir là-bas ? C'était la normale en fait, c'était pas il n'y avait pas d'étrangeté particulière parce que c'est là où j'ai vécu, j'ai grandi dans, on va dire, avec le recul et le départ et le fait que je suis en France depuis plusieurs années, je me rends plus compte de ce que ça m'a apporté et comment ça a forgé aussi ma vision du monde, des rapports humains, des rapports d'individus et du groupe, parce que c'est vrai que c'est une sociabilité assez différentes au sein de la famille, des rapports hommes-femmes, mais aussi la vision qu'on a de qui on est. On est d'une certaine ethnie, on est le facteur religieux, il n'intervient pas trop, mais voilà, c'est une forme d'identité. Enfin, la multiplicité des identités et des appartenances. Et c'est vrai que il y a des évidences sur la structure familiale aussi, comment on est élevé par ses parents, ses oncles, ses tantes, les références sont pas du tout les mêmes, y compris dans les débats justement sur les identités, etc. Et je pense que ça de naître, de grandir et d'être socialisé dans cet environnement-là m'a donné peut-être cette vision-là, on va dire, peut-être moins figée que, le modèle famille nucléaire et puis une identité, enfin on est français, etc. Plus concrètement, enfin, j'aimerais bien imaginer votre enfance, quoi, ça ressemblait à quoi ? Vous aviez quel environnement quotidien ? Quel type d'école ? Quel type de loisirs ? Donc j'ai vécu avec ma mère, enfin d'abord avec mes deux parents et puis mes parents ont divorcé très tôt et donc c'était un environnement où on est une famille de 4 sœurs. Donc c'est notre mère qui nous a élevés et qui était aussi déjà une femme divorcée. Elle était secrétaire et elle était l'aînée de sa famille, donc elle s'occupait aussi de nos oncles, de nos tantes, enfin la partie des aînés, donc ça crée cette famille large. Et donc voilà, elle a élevé ses enfants, ses 4 filles seules, avec un tout petit salaire, et donc voilà, c'était déjà une singularité un peu dans la famille. Et donc on grandit avec des cousins, des oncles et des tantes qui sont liés de manière plus ou moins directe. C'est pas juste le frère ou la sœur de la mère, c'est aussi l'ami qui est un oncle ou une tante. Voilà, c'est avec ces représentations-là où c'est... moi, j'ai été à l'école française, en fait, puisque mes sœurs... Et moi, on a été à l'école française, et donc ça veut dire aussi du coup quand même un investissement financier important. Donc voilà. Un gros effort qui a été fourni par votre maman en fait pour vous donner une éducation la meilleure possible. Voilà. Puis après, on est dans le quartier, la famille, voilà, une enfance un peu classique, j'allais dire, mais voilà, avec ces repères assez différents et assez riches et marqué aussi parce que le Gabon, c'est un tout petit pays quand même qui a une histoire avec la France. Il y a toujours la présence de la France aussi. C'est l'ancienne colonie jusqu'en 1960. Voilà. Je crois. Et puis donc une présence économique très forte à cause du pétrole. Ouais. Donc c'est aussi particulier, c'est-à-dire que
très tôt. Il y a une conscience politique pas marquée en termes partisans, mais voilà, des enjeux politiques. C'est-à-dire que les Français sont là, les Blancs. En plus, moi, j'étais dans une école conventionnée française. Et puis, voilà, il y a les Blancs, il y a les Français, il y a la France, il y a le pétrole. Cette dimension-là, un peu diffuse, même si on n'a pas des parents militants ou politisés. Et puis, c'était le parti unique pendant très longtemps. Ouais. Voilà, c'était quand même un régime autoritaire. Et donc... Mais donc toutes voilà, ces données-là, elles sont intégrées malgré vous, en fait. Oui, ouais, d'une certaine bien sûr. manière, quoi. Ouais. Et moi, je me rappelle la libération de Nelson Mandela. Ouais. Donc, ces éléments-là, on va dire, d'une espèce de conscience diffuse qui n'est pas... encore une fois, moi, ma mère, elle n'était pas militante politique spécialement, mais le fait que quand on voyait, je me rappelle les films sur Kunta Kinte, par exemple, la question de la mémoire de l'esclavage, sur ce qui se passait à Soweto, voilà, voilà, il y avait un peu ce sentiment un peu... voilà, une c'est la conscience toile de diffuse, fond voilà, d'une certaine manière. Ouais, voilà, de ces histoires-là. Quoi. Ouais. Donc voilà. On vous parlait sur quel mode chez vous, quel type d'éducation que vous avez reçu? Et c'est particulier puisque du coup ma mère s'est occupée toute seule, nous a élevés toute seule, pas vraiment toute seule, mais du coup avec les oncles, les tantes, etc. Il y a des valeurs sur le respect des aînés. En plus, moi, j'étais la dernière, mais voilà, le respect des aînés très, très fort. Le respect de la famille, tout un ensemble de conventions quand même assez marquées, mais relativement libres pour le coup, parce que, voilà, justement, nous, on était quand même... Elle a travaillé, donc elle n'avait pas forcément... j'imagine que vous aviez aussi un peu besoin de vous débrouiller, c'est ça? Non, mais en fait, c'était plutôt encadré, parce qu'en plus, voilà, on est avec mes sœurs aînées... tout le monde éduque les enfants, ce que j'allais dire d'une certaine manière, en fait. Voilà, beaucoup de référents toujours, adultes, voilà, en fait. Il y a beaucoup de référents adultes, il y a des règles quand même, voilà, on ne parle pas sur... Nous, c'était particulier comme elle était divorcée, ça le fait un statut particulier, mais bon, quand même, on respectait, les parents, les oncles, les tantes, et puis c'est eux aussi qui, ils avaient leur mot à dire sur comment on était éduqués. Donc voilà, c'est les conventions propres à la culture gabonaise qui nous ont été transmises, et en même temps, j'allais dire pas une certaine liberté, mais en tout cas une singularité du fait que c'était pas si courant que ça qu'une femme dirige un foyer, en fait. Voilà, et élève et arrive à s'en sortir en élevant toute seule ses enfants. Vous nous l'avez dit, vos parents se sont séparés quand vous étiez très jeune. J'ai remarqué que dans vos interviews, vous mettiez une certaine distance entre votre père et vous. Il a une carrière politique lui aussi, pourtant. Je crois qu'il a été candidat à la présidence du Gabon. Vous préférez penser que c'est un hasard si vous embrassez une carrière similaire à la sienne aujourd'hui? Je sais... C'est pas une préférence, mais c'est en tout cas moi, comme je vous dis, en fait, en repensant à tout ce qui a marqué mon enfance, moi, ce qui a plus marqué mon enfance, c'est ces références-là. Comme je vous dis, je me rappelle encore le moment où on voit Nelson Mandela qui sort de prison, et puis on regarde ça sur la télé, il y avait tout le monde autour. Voilà, c'est ces trucs-là qui ont plus marqué politiquement pour moi une conscience politique. Puis j'étais petite quand même, du coup, parce que mes parents en plus se sont séparés quand j'avais 6-7 ans, et bon, voilà, dans des circonstances assez dures. Donc voilà, cette influence politique-là, voilà, j'ai pas eu de transmission directe, d'ailleurs, explicite de ça, et c'est pas quelque chose qui était un élément, en fait, de la vie familiale. En tout cas pour moi, alors peut-être pour mes sœurs un peu plus, mais pour moi ça l'était pas. Donc et du coup mes références, mes toutes premières impressions politiques, etc., sont pas du tout liées à ça. Donc après. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 10 ans. Vous vous installez à Montpellier, je crois. Quel souvenir vous avez de ce moment de votre vie? Ce qui est marquant, c'est plutôt le passage de l'école primaire au collège, parce que c'est la rentrée de collège, voilà. Donc c'est là, voilà, c'est cette impression-là. Alors après, il y a pas trop de choc, parce que j'étais déjà venue en France pendant des vacances, parce que ma mère, en fait, elle était secrétaire à Air Gabon, et donc voilà, on avait eu la possibilité de venir en France pendant des vacances. Et donc il y a ce côté-là, il y a le côté, comme pour beaucoup d'enfants, de préadolescents, d'arriver au collège. Mais c'est vrai que dans un environnement où, du coup, on était les 4 sœurs qui étaient là en France, et donc
qui devait se débrouiller toute seule quand même, parce que même si on a été... il y a toute la famille, il y a tout un environnement, et donc c'est vrai que c'était Ça vous quand a même un coupé choc. en fait d'une grande partie de vos cousins, de vos oncles et tantes, dont vous oui, étiez et de très tous, proches. Mais je pense que moi, j'ai peut-être moins eu ce choc-là que mes sœurs aînées, en plus surtout ma sœur aînée qui est du coup a eu en charge 3 adolescentes, préadolescentes, et pour elle, je pense que ça a été beaucoup plus dur, et du coup, moi, le choc, elle a été moindre. Parce que quand vous êtes arrivée en France, c'était juste avec vos sœurs, en fait. Oui. D'accord. Oui. Et ça correspondait à quel choix, en fait? En fait, c'est parce que à cette époque, il y a eu des manifestations, des mobilisations pro-démocratiques au Gabon, et des grèves et une année blanche, en fait, au niveau du système éducatif, et donc on pouvait plus étudier. Donc notre mère a décidé de nous envoyer faire nos études en France. C'était pour pouvoir poursuivre vos études, en fait. Elle était venue passer quelques années en France pour pareil faire des études, et ça se faisait en fait souvent on vient quelques années, on rentre, et donc là ça a un peu précipité le fait de nous envoyer faire nos études il y a ici, eu une sensation de déracinement, ou de vous couper de quelque chose lors de votre identité en vous installant non, en France? encore une fois, je pense que ça a été ce sont a posteriori qu'on voit peut-être les ruptures, mais ma mère, elle gagnait pas des 100 et des 1000. Elle a fait beaucoup de sacrifices financiers, et puis de se retrouver, d'envoyer toutes ses filles à l'étranger. Donc c'est de manière diffuse, et du coup en plus après elle est tombée malade, et du coup c'est plein de choses. Mais je pense que pour mes sœurs, ça a été plus dur, parce qu'en plus, comme elles étaient plus âgées, elles étaient au lycée déjà, elles avaient... j'étais un peu dans mon monde. J'étais un peu dans mon monde, le nez dans les bouquins, et puis dans... Mais en même temps, j'avais aussi conscience, de manière plus ou moins diffuse, des difficultés. Et puis au quotidien, c'était pas simple, quoi. Vous êtes devenue femme, ou vous êtes née femme? Je suis devenue. Enfin, c'est la même période où on arrive en France, où on commence à se construire une identité physique, sexuelle. Ça c'est clairement un processus progressif, et puis avec tous les référents dont je parlais. On est dans une famille de femmes, et puis on transmet, et puis on m'a transmis, comme je vous dis, beaucoup de conventions, comment on doit quand on est une femme, comment on se comporte, peut-être moins du coup de pression, parce que j'avais pas le cadre habituel, donc c'est ces trucs entre deux où on a quand même eu plus de liberté, entre guillemets. Et étant la dernière, et puis ma mère avait suffisamment de soucis avec une de mes sœurs aînées pour que la pression soit moins sur nous. Mais avec quand même un certain nombre de conventions liées, y compris à notre... Qui étaient lesquelles? Des questions d'élégance, de physique, de façon de se tenir, Après, c'est plus largement, c'est-à-dire qu'il faut, de manière d'être, et comment on est quand on est une femme, il faut bien s'habiller. Ça, c'est aussi des questions de conventions sociales, quoi. Vu le milieu où il faut montrer qu'on parle bien, c'est lié à la fois aux questions de genre et puis aux questions sociales, et dans un pays où il y a quand même la question du rapport postcolonial, le regard des Blancs, et puis nous, quand on est arrivé en France, c'est un regard très intrusif, et faut être respectable, quoi. Donc vous êtes construite en tant que femme dans ce contexte-là, d'arriver en France. Et de tous ces regards-là, de cet héritage et de cette éducation-là, et puis avec cette règle, c'est pas une règle, mais en tout cas qui est transmise, je pense, à beaucoup d'enfants afrodescendants qui sont nés en France ou qui sont nés au pays, c'est le fait de dire que faut être irréprochable, quoi, à tous les niveaux, parce que de toute façon, parce qu'on est noir, on sera Donc il y a toujours eu ces doubles ou triples dimensions, en fait. Et vous les avez épousées, vous les avez rejetées quand vous étiez adolescente? Moi, j'étais plutôt... j'ai pas eu de phase de rébellion particulière, j'étais plutôt bonne élève, la petite dernière. Et en même temps, ça veut pas dire qu'on se pose pas plein de questions, et qu'on se construit pas aussi par à-coups, et puis influencé par ce qui se passe dans la famille, par ce qu'on voit qui arrive à d'autres, etc. Donc j'étais plutôt une enfant calme
et tranquille, quoi. Et en même temps, calme et tranquille, mais mobilisée et militante très tôt. C'est arrivé progressivement. Pour le 95, c'est ça, les manifestations. On a le même âge, hein, donc je me rappelle très bien les mobilisations contre les lois Juppé, contre la réforme de la retraite et de la Sécu. J'étais pas exactement, mais ça, c'est la période où, justement, au collège ou au lycée... Enfin, vous deviez avoir 15 ans. Voilà. Aussi, ouais. Et puis, bon, voilà, il y a des grosses manifs, on y va, etc. Nous, ça a été plus 2 ou 3 ans plus tard, au moment des 98, où vraiment c'est... Vous dites-nous ? Parce que avec notamment Brune, avec qui je travaille maintenant, on s'est rencontrés à Montpellier, au lycée, et on était délégués de classe. Je crois que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés au lycée. Et après, on a été en prépa, dans la même prépa à Montpellier. Et on s'est mobilisé contre le FN. C'était le moment où il y avait les élections régionales et où il y avait une alliance entre la droite et le FN. Et ils avaient eu du coup des élus dans les conseils d'administration des lycées. Et en fait, c'est là qu'on a vraiment... on s'est organisé politiquement. Mais c'est vrai que je me rappelle de 95, je me rappelle la grosse manif qu'il y avait eu à Montpellier. Et puis voilà, j'aimais bien quand il se passait des choses. Donc c'était... En plus, Montpellier, c'est une ville qui est très étudiante. Oui, il y a voilà. on sent dans la ville quand il y a de l'agitation. Ouais. Il y a les places qui se remplissent. Donc voilà, et donc progressivement. Mais c'est vrai que c'est, on va dire, peut-être dans la famille... que je suis la seule militante parmi mes sœurs, et puis elles ont toujours regardé ça un peu de manière un peu perplexe, assez bienveillante. Moi, à ce moment-là, quand j'ai vraiment commencé à militer, ma sœur, elle travaillait, donc elle était pas, j'étais quasi autonome, on était... donc j'avais une forme de liberté quand même, elles m'ont jamais interdit ni sanctionné, il y avait pas ce truc-là, mais quand c'est même un terrain que vous avez conquis toute seule en fait. Oui, voilà, vous et êtes puis allée et puis mais en disant faut faire attention quand même, et puis en plus je pense je me rendais pas compte, mais il y avait quand même un risque important parce que j'étais étrangère en fait, j'avais tous les ans il fallait que je refaire ma carte de séjour, enfin j'avais pas une situation non plus et donc il y avait plus une inquiétude par rapport à ça, de faire attention, mais pas vous faire arrêter, pas avoir d'embrouille avec les services de l'ordre, j'imagine. Ouais, bien sûr. Mais c'est arrivé comme ça progressivement. J'ai lu que vous aviez été très impacté par les événements de Seattle en 98. Moi, c'est aussi des images dont je me souviens très bien. On voyait les affrontements entre les forces de l'ordre du G8 et puis les altermondialistes. C'était aussi le moment où ce mot altermondialiste commençait à prendre de l'importance dans l'inconscient politique collectif. Qu'est-ce qui vous attirait, qu'est-ce qui vous plaisait, que vous impactait dans ces images ? La force collective que ça donnait, et puis c'est l'image emblématique des Teamsters et Turtle, les routiers d'un côté, les militants écolos de l'autre, ça a été... je me rappelle avoir vu le film sur Seattle dans un car qui nous emmenait, je crois que c'était à Nice ou à Gênes, l'un et l'autre, parce que la première mobilisation à laquelle on a participé, c'était Nice. C'était donc 2000-2001. Et je crois que c'est ou Nice ou Gênes ou la suivante où on avait vu ce film-là et on trouvait ça impressionnant, quoi. C'est ça qui m'a marqué et puis qui m'a attirée, quoi. Alors vous avez participé à beaucoup de mouvements politiques. À partir de là, un de vos premiers une première action politique, c'était en soutien à José Bové, je crois, à Milo. Vous avez ensuite milité au sein de plusieurs groupes, notamment l'organisation altermondialiste ATTAC, mais aussi la Ligue communiste révolutionnaire. Ce sont des groupes dont on sait qu'ils sont tous très masculins, souvent dirigés par des hommes, avec des codes eux aussi très masculins. Et je me posais la question, comment vous êtes fait une place dans ces groupes en tant que femme, et même, ai-je envie de dire, en tant que femme noire ? D'être un peu grande gueule, d'avoir, on va dire, une confiance spontanée pour intervenir. Je sais pas, je sais pas si c'est une question de se faire une place, mais d'être portée par l'enthousiasme du mouvement, et puis moi, j'ai commencé à militer sur les questions altermondialistes, sur les questions internationales. Donc, j'avais pas une conscience, on va dire, d'intervention féministe en tant que telle ou antiraciste. Donc, c'était... Et puis, j'ai appris plein de choses à ce moment-là et j'étais très enthousiaste, en fait, par rapport à ça. Et donc... vous êtes jamais sentie confrontée à des situations où c'était une forme de sexisme qui s'exprimait à votre égard j'avais pas peut-être confiance. Peut-être pas les clés c'est plus tard. C'était plus tard que du coup, on déconstruit, on se rend compte des choses. En arrivant en France, d'être la seule... Enfin, je pense qu'au Jeu de Maille, on était deux, une amie...
d'origine zaïroise, et moi, voilà, on était deux noirs dans un monde de blancs, quoi. Donc voilà, ce schéma-là, il s'est construit très vite. C'est plus tard que j'ai eu conscience, voilà, de ces enfin, j'ai eu conscience, j'en avais conscience, mais j'étais habituée, enfin, d'une certaine manière. Vous dites souvent quelque chose, vous dites que votre regard est décentré, que comme vous avez grandi aussi en Afrique, enfin, c'est un peu différent de ce que vous venez de me dire, mais que vous n'aviez pas, c'est pas comme si vous aviez grandi dans un quartier populaire français, vous n'avez pas forcément été noir avant d'être en France, enfin, cette espèce de notion d'altérité. Oui, mais c'est que on va dire que moi j'ai grandi dans un monde où la majorité des gens c'était des noirs et où voilà, où je me sentais pas plus, enfin si, je pouvais me sentir plus noire parce qu'il y a aussi des problématiques sur le colorisme et voilà, on sait, voilà, les métis et ceux qui sont clairs de peau, mais où voilà, j'étais pounou parce que ma mère, j'avais d'autres formes d'identité que simplement noir blanc. C'était plus par rapport aux Français, c'était France Gabonais, et puis les blancs c'est les Français. Mais voilà, en arrivant en France, ce qui se fait, c'est que je suis la seule noire, ou quasiment la seule noire à l'école, etc. Et puis, comme je disais aussi précédemment, le fait de vivre dans un environnement majoritairement gabonais n'empêche pas d'avoir conscience des rapports de force voilà, entre la France et le Gabon, les blancs et enfin les blancs ont le pouvoir quand même, enfin ça n'empêche pas le fait d'avoir conscience de ce rapport de pouvoir. Les blancs c'est les expatriés, ils vivent dans des belles maisons, enfin il y a quand même cette dimension-là dont on a conscience. On s'intègre, voilà, au fonctionnement, et puis donc j'étais habituée à être la seule noire une fois en France, à peu près partout, quoi. Ça vous interpellait pas, en fait. D'être parmi ces groupes en étant la seule femme noire, c'était pas forcément quelque chose que vous mettiez en mots, quoi. Non, mais je savais que j'allais être la seule noire et du coup remarquée, quoi, d'une certaine manière. Ouais. Et vous vous revendiquez pas comme féministe, alors, à l'époque? Non, parce que je suis arrivée dans le marxisme par le trotskisme, et puis par un petit groupe où c'était très général, c'était pas en plus, c'était même pas la tradition de la LCR qui avait cette sensibilité-là beaucoup plus marquée. Alors bien sûr qu'on est pour l'égalité des droits, mais il y avait tous les débats sur mouvement autonome ou pas, et puis les débats sur mouvement autonome des femmes, la question est-ce que le patriarcat et l'exploitation, qui est-ce qui prend le dessus. Donc c'était pas cette sensibilité, c'était vraiment le côté très marxiste. J'allais pas dire marxiste dogmatique, mais voilà, marxiste assez classique. Et puis la dimension altermondialiste, quoi. C'était pas, voilà, je me sentais pas particulièrement plus féministe qu'autre chose, quoi. Est-ce qu'il y a une lecture ou quelque chose qui vous a donné un déclic féministe, comme on en rencontre souvent dans les trajectoires militantes? Mais c'est pas la lecture, c'est d'être confronté au débat qu'il y a eu en 2004 déjà, de voir la loi sur le voile à l'école. Il y avait déjà, je me rappelle, quand j'étais à la LCR, dans les débats sur la question de la prostitution, où le fait de rejoindre la LCR, ça m'a aussi fait rencontrer des militantes féministes où il y avait une tradition plus structurée par rapport au mouvement autonome. Ça m'a sensibilisée à ces questions-là, y compris dans l'organisation de, par exemple, les AG non mixtes. Moi, c'était pas du tout, quand j'ai commencé à militer, la tradition politique dans laquelle j'étais, c'était pas du tout ça qui était développé. Donc, c'était un peu un objet comme ça. Pourquoi je suis pas spécialement convaincue pourquoi il faut faire des AG non mixtes, mais voilà, ça m'a fait rencontrer ces formes-là. Donc une AG non mixte, juste pour nos auditeurs et auditrices, voilà, c'est une réunion où en fait il y aurait que des femmes, afin de mieux traiter les problématiques militantes concernant les femmes. Ouais. De pouvoir parler, y compris des problématiques internes à l'organisation. Et moi, enfin, y compris dans la LCR, c'était vraiment quelque chose qui était assez étranger. Et je crois que j'ai dû faire une ou deux génomiques, mais sans plus. C'était pas quelque chose. Mais ça m'a ouvert à ça, et je me suis rendu compte qu'il y a ces pratiques-là, et de revoir l'histoire du mouvement des luttes des femmes où il y avait eu ces débats-là. Donc, mais je pense que c'est vraiment la réalité du débat de 2004, et puis de la déconstruction de ce que moi j'étais aussi par rapport à... Et le fait d'être décentré, parce que c'était pas moi qui étais directement victime de cette forme de discrimination, du fait de
de l'appartenance et de l'apparence religieuse. Mais du coup, je me suis... voilà, vous vous identifiez aussi aux femmes qui étaient il y discriminées dans ce avait contexte-là. une forme d'identification et de me rendre compte, mais en fait, moi, je parle bien, je viens pas des cités, je passe bien, quoi. C'est à ce moment-là que vous commencez à vous citer comme féministe intersectionnelle ? Non, ça, c'est venu plus tard, du coup. Parce qu'à partir de là, commencer à déconstruire, y compris dans les traditions politiques marxistes, pourquoi est-ce qu'on apprend si peu de choses sur ce qui s'est passé à Haïti. La Russie soviétique n'a aucun secret, mais Haïti, les Caraïbes, la Dom-Tom, donc c'est cette déconstruction progressive-là. Et sur l'intersectionnalité, c'est encore plus tard, après avoir lu Dorlin, après avoir Elsa Dorlin, et puis le recueil qu'elle a fait sur... le black féminisme, et puis sur les réseaux sociaux, notamment sur Tumblr, avec sur ce milieu-là qui m'a pas mal ouvert aux problématiques des identités, la politique des identités, politique des sexualités. Donc c'est un moment, c'est un peu plus tard dans la succession. C'était vraiment d'abord le débat politique sur le racisme, sur le privilège blanc dominant dans les organisations en interne, et puis les problématiques quartiers populaires, parce qu'il y a eu aussi 2005, il y a eu la révolte des quartiers populaires, dans les banlieues, et puis ces enjeux-là, donc ça s'est d'abord posé sur ces questions-là. Les mots théoriques sont venus éclairer votre réalité. Et puis élargir le spectre et articuler de manière cohérente toutes ces problématiques du racisme, du sexisme, et des privilèges et de tout ça. Donc ça, ça s'est fait comme ça. Vous avez le sentiment que ce que vous incarnez, c'est une ligne qui est peut-être plus moderne, une modernité au sein de la pensée de gauche ? Je sais pas si c'est une modernité. Moi, je trouve que la France a beaucoup de retard sur plein de débats, sur la gauche française, surtout sur les problématiques politiques des identités au sens large, de genre, de racial, de sexualité. Je trouve que, moi j'ai l'impression sur un certain nombre de discussions que c'est comme si toutes les 50 dernières années de recherche scientifique sur tout un pan de la question postcoloniale, la question des privilèges, etc., n'avait pas existé en France. Et voilà, il y a eu des choses incroyables qui ont été faites partout d'ailleurs dans le monde. La recherche universitaire. Mais oui, en plus, c'est même pas juste des positions de militants ou de groupuscules. Il y a des chaires, et j'ai l'impression que c'est plus ça. Du coup, j'ai pas l'impression d'être particulièrement moderne. C'est juste que j'ai l'impression que il y a un débat intellectuel qui est resté figé sur une vision qui est en complet décalage avec non seulement la réalité, mais aussi la réalité physique, réelle, politique, et puis la réalité intellectuelle, quoi. Donc c'est plus ça. C'est moi, ce qui me surprend, c'est des positionnements ou des déclarations qui mais en fait si c'est scientifiquement prouvé, c'est étudié. Alors c'est l'objet de débats tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais bon, il y a des fois des larges consensus qui se posent sur un certain nombre de questions. On a l'impression que les gens débarquent, quoi. Oui, et qu'il faut tout refaire, quoi. Et on revient alors que on revient à Frantz Fanon alors que ça fait un petit moment que c'est publié. Oui, et puis où c'est devenu des immeubles, et où les travaux, le travail intellectuel s'est traduit aussi par des acquis dans les luttes, par des trucs où il n'y a pas besoin de refaire les explications. Donc c'est plus ça, en fait. Moi, j'ai pas l'impression d'être plus avant-gardiste ou moderne. J'ai plus l'impression que y a eu un retard. Et bon, après, ça s'explique aussi peut-être parce que celles et ceux qui ont porté ça dans d'autres pays, dans d'autres contextes, n'avaient pas les forces en France de le faire, d'aller jusqu'au bout. Enfin, bon, ça s'explique de plein de manières. Mais en plus, je pense qu'aujourd'hui, ça commence à se déconstruire, ça, parce que sur tout un pan de la recherche sur l'histoire de l'immigration, ça a commencé un peu par là aussi, et sur les questions d'intersectionnalité, le travail intellectuel commence à avoir plus de visibilité. Et il y a les mouvements qui ont émergé, des indivisibles, de ce qu'avait commencé à faire avec les Gabon Omar, des gens comme Rokhaya. Voilà, ça commence un peu, et c'est peut-être pour ça que ça crée aussi, pour beaucoup, ils découvrent. Mais en fait, ça fait un petit choc culturel. Voilà, ça fait un petit choc pour un certain nombre de gens. Et j'allais dire, il y a la pop culture aussi qui joue. Je crois que vous avez Beyoncé en fond d'écran.
Oui, et puis moi, ce que je dis sur les réseaux sociaux, sur Tumblr, moi, j'ai vraiment découvert, ça m'a fait, en plus, dans la période entre 2004, 2016, 2015, c'était pas facile politiquement, à plein de niveaux, par rapport au Front de gauche où j'avais été impliquée, par rapport au débat dans la gauche en général, et puis ce qui se passait dans la société. Donc, du coup, ça a été une fenêtre de respiration où j'ai appris plein de choses, quoi. Plein de choses, et où j'étais déjà, comme je disais, j'étais déjà à la tête, le nez dans les bouquins très tôt. Il y a des lectures qui vous ont vraiment impacté à cette période-là, où vous me parlez d'Elsa Dorlin, il y a d'autres auteurs ou du coup, autrices, c'est là où j'ai découvert aussi le travail donc, des féministes afro-états-uniennes, Audre Lorde, Bell Hooks, qui m'ont beaucoup appris, et la pop culture et la musique et le cinéma et ce qui se fait au cinéma. Et donc moi j'ai découvert sur les réseaux sociaux, sur Tumblr aussi, du coup, ces communautés de fans de séries, etc., où il y a tout ce qu'on se dit inconsciemment quand on va au cinéma. On voit, voilà, il y a un acteur noir qui finit par mourir à la fin, enfin tout ça. Tout d'un coup, il y a plein de gens et théorisé, voilà, analysé, et puis analysé. Et puis ouais. c'est cette communauté où voilà, on a vraiment toutes les références, et qu'on soit afrodescendant ou qu'on soit latino, latina, enfin il y a les people of color, quoi. Il y a cette Ouais. et donc moi voilà, ça a été très assez et y compris émotionnellement et intellectuellement. J'ai beaucoup lu à travers ça, quoi, à travers ces réseaux sociaux et à travers ces communautés de fans de séries, de films, et où la dimension, du coup, l'intersectionnalité, elle arrivait aussi comme ça, quoi, de pouvoir lire les choses en disant ouais, moi j'aime beaucoup cette série, mais en fait il n'y a jamais eu que des blancs, et au bout d'un moment on se dit je suis super fan de Buffy, etc. Et en fait quand on commence à déconstruire tous les séries, on se rend compte que on n'est pas là, enfin tout ça, c'est arrivé vrai. par là. Alors, vous portez des questions, enfin des valeurs, disons, qui sont révolutionnaires, altermondialistes, etc. Et pourtant, en siégeant à l'Assemblée, vous intégrez le système. Alors, est-ce que c'est l'espoir de faire changer les choses de l'intérieur ? Je mets des guillemets en disant ça. Non, mais moi, je trouve que c'est toujours... moi, je me considère toujours comme une bolcho, marxo, trotskiste, luxembourgiste. Donc, c'est... Alors, des copains de la LCR ou autres pensent certainement que je me suis droitisée comme c'est pas possible. Mais voilà, après, il y a une... l'analyse stratégique, c'est de dire... pour moi, c'est toujours des principes, voilà, marxistes, de stratégie marxiste, de dire on fait pas l'histoire à la place des gens, c'est des mouvements, et c'est à travers les mouvements et les dynamiques de mouvement que voilà, on arrive à construire des rapports de force. Vous avez gagné vraiment à un cheveu, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, votre adversaire conteste votre victoire. J'ai vu aux législatives. Ouais, vous avez dit que vous étiez sur un nuage après votre victoire. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous interpellez le gouvernement à l'Assemblée, par exemple ? Ouais, c'était pas un nuage, c'était plus une espèce de bulle, parce que un nuage, ça a l'air ouf, mais c'était plus vraiment une bulle, quoi, assez particulier, et qui était, et je pense qu'on a tous été un peu dans ces moments un peu, c'est une période assez particulière. Moi, là maintenant, c'est au bout de 6 mois, après, ça a été assez dur aussi, assez physiquement, de tenir le rythme. Et aussi, on va dire, intellectuellement, parce que la manière de fonctionner et de la majorité et de gouvernement avec un rythme très soutenu, et en même temps de jamais répondre sur le fond aux questions, c'est vraiment assez frustrant. Mais on a tenu, et donc du coup, moi je suis assez... maintenant, voilà, je suis en mode... moi j'y vais, quoi. On est frontal et on est offensif quand il faut. On est en même temps constructif en disant, en les mettant à l'amende, un peu en disant, nous on a des propositions, etc. Et après, l'intervention elle-même, c'est toujours un mélange entre le fait de pouvoir tenir dans les contraintes. On a 2 minutes, faut pas dire trop de choses, et puis on a passé beaucoup de temps à essayer d'écrire avec toute l'équipe, et puis bon, quand même, on est aussi porté par le collectif, parce qu'on a essayé de construire une dynamique de groupe où voilà, même quand on est habitué à intervenir
dans des mouvements, etc. C'est quand même autre chose d'être à l'Assemblée, parce que l'institution aussi impose une certaine... Il y a les dorures de la République, voilà. c'est des hémicycles qui sent le vieux bois ciré. Et puis il ne faut pas se rater. Donc voilà, donc c'est la première interv que j'ai faite. En plus, c'était je crois que c'était sur l'état d'urgence. En plus, c'est des sujets qui n'est pas simple. Où ça, j'étais quand même assez impressionnée. Mais maintenant, on a un peu plus l'habitude, et c'est plus entre la frustration de se dire faut tenir le rythme, faut tenir 10 minutes, et puis à chaque fois on se dit j'ai raté ça. Enfin voilà, c'est toujours un enjeu en fait. Je pense que pour nous, enfin pour moi, on prend au sérieux en fait, vraiment, et les débats et quand on pose des questions, quoi. C'est pas juste c'est pas du théâtre. Alors il y a beaucoup, on peut en faire beaucoup en termes de théâtralité, parce que c'est aussi de la mise en scène, enfin les questions au gouvernement, aussi, voilà. Ouais. Mais voilà, il y a ce côté où on prend les gens au sérieux, et moi je trouve que c'est super important, quoi. Même si je suis en désaccord, et c'est pour ça que c'est tellement frustrant quand on a des réponses à 2 balles ou les mecs qui répondent à côté, et je dis mais voilà, pour de vrai, et c'est le côté aussi militant où on dit voilà, moi quand j'interviens, je veux convaincre les gens, donc je prends au sérieux ce que vous dites, voilà, de manière je respecte, il y a ce respect là de votre point de vue, donc répondez-moi, quoi. Vous avez donc on a parlé un petit peu tout à l'heure en introduction des attaques que vous avez dont vous avez été la cible. J'ai pas vraiment envie de revenir dessus, parce qu'en fait ça a vraiment pas beaucoup de sens, quoi, quand on vous interpelle sur une pétition que vous avez signée en 2015 pour une chanson intitulée Nique la France, que j'ai écoutée, que j'ai trouvé très chouette en plus, vraiment une cool chanson. On vous demande de crier vive la France, on vous accuse de complaisance avec l'islamisme, enfin de choses un petit peu délirantes comme ça. Et vous avez écrit un texte qui s'appelle Ma France insoumise, et vous avez une très belle plume, et j'ai envie de lire un petit passage de votre texte. Vous dites que votre France insoumise, c'est celle des Parisiennes qui en 1789 marchèrent sur Versailles pour réclamer au roi du pain et des droits. C'est celle de Solitude, la fan d'Oubou, qui vécut libre et mourut pour la liberté. Celle de l'Union des femmes, de Louise, Michel, l'institutrice, Nathalie l'ouvrière relieuse, Elisabeth l'aristocrate russe, des pétroleuses, des communardes. Celle des ouvriers et ouvrières et syndicalistes qui arborèrent sur leur veste le premier triangle rouge pour exiger la journée de 8 heures. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces personnages historiques que vous évoquez ? Est-ce que c'est la colère ? C'est la lutte. Ouais, c'est ça, quoi. C'est le mouvement, enfin, j'en reviens toujours à ça, c'est la dignité. Il y a la colère, mais voilà, la dignité, le sentiment d'injustice, et puis la lutte, quoi. Des gens qui se battent, en fait. Et ça, voilà, c'est à ça que je me... C'est eux qui vous inspirent. Voilà. Est-ce qu'elle vous manque parfois la bibliothèque Marguerite Yourcenar du 15e où vous exerciez avant de devenir députée ? Disons que ça n'a pas le temps de manquer. C'est plus le rythme, en fait. C'est plus oui, il y a des choses qui me manquent. Oui. Après, en plus, parce que la bibliothèque, c'est une super chouette bibliothèque. D'ailleurs, j'invite tout le monde à y faire un tour. Il y a une équipe fantastique. Et moi, c'était en plus mon premier poste. Donc, ça m'a appris le métier de bibliothécaire. Ça m'a fait aimer ce métier-là. Et ce qui me manque, voilà, c'est le rythme, de prendre le temps, d'avoir le temps de construire des choses, d'avoir l'équipe, enfin oui, on va dire ça. Il y a un certain nombre de choses qui me manquent. Un environnement, j'imagine, aussi plus calme, plus apaisé. Oui, et puis alors moi et puis le rapport avec le public, parce qu'il y a cette dimension-là. C'est pour ça que j'avais choisi d'ailleurs d'être en lecture publique plutôt que à la fac, parce que voilà, je voulais avoir ce rapport-là avec les gens, et pareil, à chaque fois que on faisait une nouvelle carte et on faisait découvrir à des gens, bah oui, on peut vous proposer tel service. Il y a, voilà, ce moment-là, j'ai toujours trouvé ça super gratifiant, quoi, en fait. Et c'est pas simple, en plus, d'être comme boulot. En même temps, voilà, moi, je considère comme mon métier, donc que je reprendrai avec plaisir. Voilà, ça reste une partie de ce que je suis et de ce que je veux continuer à faire, quoi. Je pense qu'il y a plein de projets à continuer, à défendre en matière de lecture publique, etc. Donc, ouais. J'ai une question un peu bizarre à poser. Comment vous entendez-vous avec votre utérus ?
De manière générale, avec mon corps et mes... Ça va, j'ai pas eu beaucoup de... On va dire de discussions et de temps, en fait, ces 6 derniers mois. Mais ça va, je pense qu'on est arrivé à à une bonne relation. Mais après, ça, c'est des choses aussi que j'apprends et que je construis encore plus maintenant. J'ai l'impression qu'avant, parce qu'en fait, après, on n'apprend rien, en fait. On n'apprend absolument pas, ni aux hommes, ni aux femmes, enfin aux personnes qui construisent ces identités-là de genre et de sexe et de corps et de sexe. On n'apprend rien, en fait. C'est ça qui est assez hallucinant. On doit se Et débrouiller. il faut se débrouiller. Et enfin, du coup, on apprend assez tard, en fait. Son corps, son utérus, son vagin, et donc non, je pense que là ces derniers mois ça a été plus un enchaînement assez mécanique des choses de plusieurs ordres, mais c'est une discussion avec moi-même que je trouve assez enrichissante, et puis avec tout ce qu'on apprend par ailleurs du coup aujourd'hui, et tous les moyens et tous les nouveaux regards qu'on arrive à qui s'expriment. Enfin voilà, il y a des choses qui sont écrites assez intéressantes. Par Donc, exemple, vous avez un écrit, un texte qui vous a impacté récemment sur ces questions-là? Bah non, j'ai pas eu trop le temps de m'y remettre, mais ce que je disais, voilà, sur la question de la politique des sexualités, des genres, enfin, c'est des articles que j'ai chopés sur Tumblr et sur Internet. J'ai pas eu le temps de lire, mais du coup, voilà, il y a plein de choses, en fait, sur et les sur le sujet. injonctions à la maternité qu'on peut subir quand on est une femme de votre âge, est-ce que c'est quelque chose dont vous souffrez, qui vous impacte particulièrement? Non, mais c'est pas... Après, c'est plus la famille où on dit il faudrait être marié à la rigueur. Maintenant, c'est non, mais ouais, il faut penser à avoir des enfants. Je dis oui, d'accord, mais bon, voilà, pareil, j'ai tendance à passer un peu entre les gouttes... mais là-dessus, mais après c'est aussi par rapport à moi-même et à de me dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai mais j'ai pas particulièrement ou d'angoisse ou de difficulté à l'envisager, en fait. Je me dis oui, j'aimerais bien, c'est juste que là j'ai pas le temps, et puis et puis ça demande du temps et de l'énergie, et puis mais oui, c'est quelque chose que j'ai en tête, ouais, sans que ce soit une pression, quoi. Non, mais après il y a la pression, on va dire physiologique, ouais, malheureusement, pour le coup. Et encore, moi, enfin oui, il y a cette pression-là, et en même temps, justement, ça c'est aussi une bataille pour le coup politique, de dire ça devrait pas plus être une limite, en fait. Voilà. La congélation d'ovocytes. Non, mais voilà, enfin de se dire, ça reste quand même encore une contrainte que les femmes ont et pas les hommes. Et puis de manière plus générale, d'envisager la parentalité de manière plus large que simplement biologique. Du coup, je sais qu'il y a tous ces champs-là du possible. Moi, j'aimerais bien... je pense que j'aimerais bien avoir un môme, mais il n'y a pas une pression. Je dis, enfin, dans 5 ans, peut-être que... À ce moment-là, du coup, j'aurais envie aussi d'être dans un autre moment de ma vie, et de me dire, bon, maintenant, il faut que je le fasse, parce que sinon, après, j'aurais plus au moins les moyens biologiques, au moins d'avoir cette expérience biologique-là. Mais je pourrais construire une parentalité autrement que de manière biologique. Donc voilà, il y a ce côté où je déconstruis et je construis voilà, cette identité-là. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se fait, et c'est assez ouvert, je trouve. Ouais. Et... intéressant, mais ouais. Mais je sais qu'il faut que je m'oblige, en tout cas, et ça c'est l'expérience de ces 6 derniers mois. Se protéger, ça c'est vraiment le truc, voilà, le truc qui est... Et puis prendre le temps et prendre des moments, et de se dire voilà. Et je pense que j'ai aujourd'hui une position qui me permet de, si je le décide et si j'y tiens, voilà, de prendre le temps, et de me donner des moments, et de voilà. Mais c'est vraiment la question qui vient en général après dans l'émission, c'est est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous? Est-ce que vous le ménagez, cet accès-là? Là, j'apprends à le faire. Voilà. J'apprends à m'organiser, et ça, c'est un travail qu'on fait du coup collectif avec l'équipe, parce que c'est aussi voilà, une des dimensions assez déstabilisantes, c'est de plus appartenir, en fait, à plus d'un titre, et puis surtout au niveau intime, c'est-à-dire que c'est un travail collectif au sein du groupe, etc. Et puis on a une équipe dont on est patron aussi, d'ailleurs. Il y a ce rapport-là qui est assez particulier. Et puis en fait, tout
toute ma vie est un peu résumée dans l'agenda et puis tous les moments. Donc, il y a un côté assez, moi, je trouve assez intrusif parce que, y compris, même de gens très proches, voilà, comme Brune avec qui je travaille. Mais voilà, il y a ce côté où, voilà, toute ma vie est organisée par d'autres personnes et d'autres personnes, rentrent... savent ce que je fais, où je suis, et si du coup je suis pas là, c'est que, enfin, il y a ce côté qui est... Faut prendre des rendez-vous avec vous-même, quoi, pour arriver à avoir des moments à vous. Oui, et puis aussi, organiser et mettre des limites, en fait, aussi, à tout le monde, quoi, de se mettre à soi, de mettre à l'équipe, de dire, voilà, non, hein, moi, cet espace-là, c'est le mien, et je veux l'avoir, ce moment-là, etc. Donc, c'est aussi un apprentissage, mais en tout cas, la leçon, elle est acquise il faut se prendre le temps, il faut se protéger, et on a les moyens de le faire, il suffit de le décider, de se dire, nous, on a la difficulté d'être 17, d'être minoritaire, donc, mais en même temps, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave si je prends une semaine, c'est pas grave si on veut pouvoir... tenir 5 ans et tenir pas en finissant complètement dégoûté sur les genoux, voilà. Et puis qu'on veut aussi donner confiance à d'autres et voilà, créer une dynamique saine. Et vous êtes par ailleurs très active, je tiens à préciser, vous êtes 5e du classement des députés les plus actifs à l'Assemblée, c'est important. Mais voilà, que ça, et ça c'est en prendre conscience soi, s'obliger soi, et puis qu'il y ait un cadre collectif, et ça c'est aussi une bataille collective de dire, d'autant que, et ça c'est des discussions que j'ai notamment beaucoup avec Mathilde, parce que en tant que femme, Mathilde Panot, qui est députée d'Ivry, et d'avoir une pression encore plus, quoi. C'est-à-dire il faut en faire plus parce qu'il faut aussi, il y a ces rapports de force là, il faut aussi se battre pour imposer des trucs. On a plus tendance à encore se questionner sur la légitimité. Enfin, il y a plein de trucs qui par ailleurs, et donc c'est aussi un enjeu collectif, quoi, de dire on se met des garde-fous, on fait gaffe à tout le monde, quoi. Faut vraiment faire gaffe à tout le monde. Et donc voilà, ça c'est sur les 6 mois là, c'est les éléments que moi j'ai retenus et que j'essaie de mettre en œuvre. Donc pour moi, et puis voilà, pour l'équipe et pour le groupe. Et, voilà. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la poudre ? La poudre, c'est l'étincelle. C'est c'est l'odeur de poudre. Enfin, c'est quelque chose voilà, le subversif. Il va se passer quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. Et, c'est plutôt un sentiment d'excitation. Voilà, la petite étincelle qu'il faut pour mettre le feu à la plaine, quoi. Merci beaucoup, Danielle Obono. Merci. Merci à Danielle Obono d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler la poudre.